Nous commençons effectivement toujours en distanciel, mais aussi d'autre part en présentiel. Donc ravi de vous voir ici à la Mêlée Numérique pour cette, non pas conclusion du Business Startup Day, mais cette continuité, dirons-nous. Donc nous sommes sur une... Alors je crois qu'il y a un monsieur devant la caméra. Si je peux vous demander de vous décaler, ce serait... Oui, oui, tout à fait, vous. Merci, au top. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment l'endroit où il ne faut pas être, mais bon, on ne vous en veut pas. Donc, nous sommes sur la continuité du Business Startup Day. Nous allons amorcer la table ronde Startup Nation, Stop ou encore. Alors, nous avons nos invités ici, mais les slides, et je crois que mon Pavlov est ici, sont là pour nous indiquer qui nous attendons à ce beau programme. Évidemment, on remercie le public nombreux en ligne. Je crois qu'on est sur un pic à 150 en fin d'après-midi. On espère que le public sera de plus en plus nombreux. Et on attend de nombreuses surprises avec la soirée French Tech précédée d'une table ronde avec les plus grosses boîtes toulousaines, pour nous dire. En attendant, pour cette conférence, merci à toutes et à tous, je dirais, d'être présents. Nous avons 2 intervenants en visio et 2 intervenants en présentiel. La thématique de cette conférence, c'est Startup Nation, Stop ou encore. Alors Up en rouge parce qu'on essaye d'élever un petit peu le débat concernant la Startup Nation qui devient impensif dans notre société, et On pour essayer d'éveiller un petit peu les consciences à travers les thématiques que nous allons déployer. Alors je vous demande d'accueillir, d'applaudir bien entendu notre intervenante à distance, Claire Delaunay, VP of Engineering de NVIDIA. Nous avons Thierry Merciol, le fondateur de WeSeed et CEO d'Oxide. Ici, à nos côtés, Sandrine Julien-Rouquier, présidente de l'Udilabel, présidente de la French Tech et fondatrice de l'Udilabel. Et Éric Léandry, fondateur de Quant et le président alternatif. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Grâce à mon super switcher Bastien Langlais et à Régis à la régie, je vais vous proposer de passer en visio pour accueillir Claire Delaunay. Si vous me laissez 2 minutes pour le switch. Oui, j'entends très bien là. Alors, on vous entend bien et on vous voit effectivement à l'écran. Claire, vous êtes à Palo Alto, donc il est 8h15 chez vous. À l'heure où vous commencerez votre journée, nous commencerons l'apéro. Est-ce que tout va bien chez vous? J'ai commencé au café, hein, on va pas à l'apéro. C'est un autre type de boisson que vous consommez. Je vais vous proposer de vous présenter. Je l'ai fait dans les grandes lignes, mais vous le ferez sûrement mieux que moi. Un peu de storytelling, que diable. Oui, alors je m'appelle Claire Delaunay. J'ai une formation d'ingénieur en informatique et j'ai bougé aux États-Unis il y a à peu près 12 ans. C'est robotique. J'ai travaillé dans plusieurs startups. J'ai commencé ma vie dans les startups, je dirais, en Europe, et je suis également continué cette aventure aux États-Unis, où j'ai créé notamment la startup Auto. Ce sont des camions autonomes. J'étais en 2016. Et donc ça va être le point culminant de ma startup story. Alors sur la Startup Story, passons à la Startup Nation. Quel type de citoyenne seriez-vous dans la Startup Nation? Alors je serais plutôt dans le côté de l'innovation et de la technologie. Je suis fascinée en général par l'innovation et l'itération sur des idées qui sont un peu nouvelles, et comment ramener ces technologies dans notre économie. Et par là, je veux dire que bien que j'ai fait plusieurs startups dans ma vie, je pense qu'il y a beaucoup de facettes qui est une startup. Et il y a vraiment souvent un statut juridique associé à ce qu'est une startup, mais en réalité, moi, je suis plutôt fascinée par comment on incube ces idées, même au sein des grandes compagnies.
On dit souvent que les États-Unis sont en fait la première startup nation depuis 1970 avec les prémices de Microsoft. Est-ce que vous pouvez nous donner votre aperçu nord-américain vis-à-vis de ce qu'on appelle la startup nation, qui est un mot typiquement français de notre président limite? Oui, alors je pense que aux États-Unis, le statut de start-up est beaucoup plus étalé horizontalement, je dirais, dans l'économie. Il y a beaucoup de façons de faire des startups. Il y a une culture d'entrepreneurship qui est vraiment très forte. Et il y a vraiment très peu de peur de l'échec. Donc de toute façon, créer une startup et la mûrir et changer, par exemple, l'approche pour aller le business model ou des choses comme ça est vraiment très flexible. Et donc il y a vraiment dans la culture américaine, c'est vraiment ancré de créer des choses soi-même et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur d'échec. Et donc ça, fondamentalement, je pense que ça aide énormément à lancer des nouvelles idées sur le marché. Est-ce que du coup, cette liberté, ce libéralisme par rapport à la création d'entreprises, de valeurs, est-ce que aux États-Unis, ça offre une liberté plus grande d'entreprendre par rapport à l'esprit français? Oui, alors je pense que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'avoir des supporters, je dirais. Donc ça peut être des gens qui vont faire du conseil ou qui vont aider ou qui vont vraiment apporter de la valeur professionnelle. Mais c'est aussi très facile de lever de l'argent. Et le système financier américain est fait en sorte que ce soit très facile d'avoir des capitaux privés et d'avoir des individuels qui vont parier sur votre capital, ce qui aide énormément. Donc ça crée ce marché très dynamique. Et puis bien sûr, quand il y a cette espèce d'entraînement qui fait quand une personne célèbre ou une personne que quelqu'un connaît commence à investir, ça crée cet effet de boule de neige où tout le monde veut investir et commence à regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi aussi, je vais faire partie de l'histoire. Il y a cette histoire d'un peu qui se crée d'elle-même et qui aide beaucoup les entrepreneurs, je pense. Mathias? On a perdu Mathias. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Vous impératif. Attendez. Le micro, je ne saurais. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Un peu. En partie. Ah. Non. Non. Je ne sais pas s'ils nous entendent. Oui. Mais j'en pense qu'effectivement, tu as raison. Il y a une différence de culture et une différence d'ADN entre l'Europe et les États-Unis et que c'est sans doute beaucoup plus facile d'entreprendre aux États-Unis. Je crois qu'on les a perdus définitivement. Ah, mais je vais demander dans le chat. Est-ce que... Parce que de l'autre côté, le réseau a l'air bon. Peut-être d'allumer. Oui, exactement. Ah là là. Peut-être vous demander d'allumer les micros. Voilà, très très bien. On va essayer de rétablir la connexion. Désolé pour ces aléas techniques. Le temps que ça se rétablisse, je vais vous inviter à rebondir et peut-être poursuivre le débat sur la Startup Nation, à moins que j'ai retrouvé la connexion. Claire, Thierry, est-ce que vous m'entendez? Non, je crois que malheureusement, la connexion est en train de bugger. Alors, Claire, Thierry, si vous nous entendez, j'espère qu'on va vous retrouver sous peu. En attendant, je vais m'adresser à Sandrine et Eric
sur le propos de notre conférence, en faisant un petit saut dans le temps. J'espère qu'on va pouvoir les avoir. Sandrine, je vous invite à prendre le micro. C'est vrai, et surtout si on le rattache au statut juridique. Justement le propos de mais l'autre aspect qui est assez rigolo, c'est qu'il y a à l'intérieur des grands groupes, il y a cet esprit de start-up très souvent. Présenter un petit peu il y a cette espèce de culture qui fait que mon passeport. les gens sont encouragés à innover. Je suis entrepreneur avant tout, donc cofondatrice et CEO de Ludi Label. On fait plein d'étiquettes pour les enfants du monde entier, des étiquettes nominatives, et on a développé notre gamme. Et ma deuxième casquette, c'est celle de présidente de la French Tech Toulouse. Donc la French Tech Toulouse, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de citoyenne vous seriez dans la Startup Nation? Alors c'est une excellente question. Je te cache pas que bon, j'arbore un coq rouge. Donc à la question, voilà, est-ce que je suis une citoyenne engagée si on prend en considération que la French Tech est considérée comme le bras armé de la Startup Nation? Oui. Vous êtes plutôt du côté de la Startup Nation. Je suis plutôt une citoyenne engagée, oui. Alors, on parle un petit peu de Big Bang en termes de Startup Nation. Depuis les années 2000, l'explosion de l'économie numérique, le Big Bang de la Startup Galaxy, la naissance. Quel est votre avis, votre vision, vous, en tant qu'entrepreneuse, de prime abord, et en tant que présidente de la French Tech? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce Big Bang? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans la nation et donc la Startup Nation? Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, je t'avoue que si on parle du début de la Startup Nation dans les années 2000, moi, à titre personnel, je suis devenue entrepreneur en 2011, donc c'était déjà loin. Après, je pense qu'il faut... tu parlais de Galaxy. Les startups, une galaxie, c'est un grand mot. Si tu ramènes aux chiffres des entreprises, je regardais justement en étudiant le sujet, tu vois, en 2018, tu avais 690 000 créations d'entreprises, dont 1800 startups. Donc on est à 0,26%. Et pareil, enfin voilà, sur 2022, on parle de 13 000 startups en France versus on est à 4,5 millions d'entreprises, tout confondu, les micro-entreprises, les grandes et les petites. Donc le côté Galaxy, je pense qu'on est très médiatisé, certes, qu'on met en avant ces très grosses machines, nos licornes, mais ça reste aussi, je pense qu'on baigne nous dans ce domaine-là, il n'y a pas tant de start-up que ça dans les faits. Ce serait une part négligeable en fait, cette Startup Nation ferait une toute petite partie de l'économie globale. Je vois Eric Léandri, fondateur de Quant, qui m'a l'air pensif sur cette question. Que penses-tu de la Galaxy Startup, Eric ? Ah, micro. T'inquiète pas, oui, on va le faire Covid-like. Ça dépend si tu la regardes juste au niveau de la France ou au niveau global. Parce qu'en fait, la première Startup Nation que je connaisse moi, elle s'appelle Israël. Après, tu peux revenir chez nous si tu veux qu'on soit la seconde. Et puis ensuite, on regarde les US qui sont plus qu'une Startup Nation, qui sont vraiment l'endroit où la tech se produit aujourd'hui, mais tu as les Chinois qui s'y sont mis. Si on regarde Israël et si on regarde la France, les Israéliens sont peu nombreux en Israël, donc ils sont obligés de travailler pour le monde. Nous, on est déjà beaucoup plus nombreux, donc la plupart vont travailler d'abord pour le local des fois, pour le régional, pour le national. Pour un Ludi Label qui a quand même une envie d'être global, pour certains d'entre nous qui avons des envies d'être globaux, tu as beaucoup de gens qui font du local ou du glocal. Allez, c'est déjà pas mal, ça a quand même une idée d'être global, mais qui y va pas toujours. Donc, ça dépend ce que tu veux voir comme Startup Nation. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on passe au coup d'après, c'est-à-dire qu'on scale up nation et que les startups, j'en vois plein. J'en vois des tops, j'en vois des flops, je vois de tout. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on scale up nation, vraiment. C'est pour ça que j'avais l'air un peu dubitatif. Mais oui, parce que startup ne se suffit pas en soi. Est-ce qu'une startup, c'est une PME sexy? Question piège à vous deux. Non, c'est pas piège du tout. Hein. Une start-up, c'est certainement pas une petite PME. Qu'est-ce qui la différencie? Le potentiel de duplication, de scalabilité? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est qu'une PME? Une PME, c'est une entreprise qui doit faire du profit et qui doit avoir un modèle économique qui lui permet de se suffire à elle-même et d'avancer.
Une start-up doit évidemment arriver au moment où elle fait du profit, mais son job, c'est d'aller très rapidement de zéro à quelque part. Bon, ben de zéro à quelque part, si ta problématique, c'est de faire du profit première semaine, tu vas de zéro à boulangerie, parce que ça va très vite une boulangerie. Tu sais combien ça vaut pour faire un croissant, s'il est bon, combien tu peux en faire et combien tu vas en vendre. La vraie question, c'est est-ce qu'à un moment, tu as besoin de croître vraiment ? Et donc, est-ce que tu as besoin de fonds pour te permettre d'aller sur le marché et donc de prendre le maximum de marché? Sinon, tu n'es pas une start-up, tu es plus côté PME, ce qui est top. Hein. Tu peux être une très belle ETI, une magnifique PME. Mais si ton job, c'est de décoller et d'aller très loin, il faut décoller et aller loin. Après, si tu n'as pas accès au financement, si tu n'as pas accès au système, il faut que tu sois capable de vendre. Et donc, tu redeviens une belle PME. Sandrine, je vous vois dubitative. Vous êtes plutôt en accord? Non, effectivement, je rejoins totalement Eric sur le côté on a tendance à... identifier, justifier, valoriser les startups au montant des levées de fonds et c'est pas que ça. Tu as aussi effectivement des startups et des scale-up et on en a ici, que ce soit Ludilabel ou Brico Privé où pour le coup c'est passé par la rentabilité et c'est vrai que dans ces périodes compliquées où on est concrètement, il va falloir là où on nous demandait effectivement de scaler l'hypercroissance, tous les tops étaient basés là-dessus. Maintenant, il va falloir effectivement penser rentabilité, création d'emplois, récupérer ces talents qui vont devoir quitter certaines boîtes pour pouvoir les réintégrer nous dans nos startups. Et voilà, je pense que la donne a changé. Éric Léandri? Ouais, elle a changé sans changer. Je te donne la différence. Elle a entièrement raison. Totalement, c'est-à-dire lui. En plus, sa boîte, c'est le parfait exemple. Regarde bien, tu as une boîte qui est magnifique, qui grandit, qui est en train de trouver un marché et qui, dans cette période de Covid, a en plus un marché d'aubaine, je dirais, parce que elle fait quelque chose de top pour les enfants, pour qu'ils touchent encore moins leurs affaires, les habits des autres. Super. Maintenant, si elle veut scaler au niveau mondial, il va quand même falloir qu'on lui injecte de l'argent beaucoup plus que ce qu'elle est capable de prendre aujourd'hui. Alors après, c'est un choix pour le coup, j'ai envie de te dire personnel, de dire est-ce que je veux passer ma journée à faire des tableaux Excel pour mes actionnaires, tu vois, ou est-ce que je veux avancer step by step. Là, moi aussi, tu vois, on parle de la Startup Nation, je suis un peu le contre-exemple. Je suis une femme, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas été incubée, j'ai pas fait de levée de fonds, et moi, si tu veux, ce qu'on m'avait appris dans mon école de communication, c'est que l'entreprise devait être rentable. Donc j'ai suivi. Donc je découvre le modèle des levées et si tu veux je persiste à croire qu'on peut, c'est un choix comme tu disais où on fait des levées de fonds et on va très vite très haut, où on prend le temps et là pour le coup, tu vois en termes d'international, on fait déjà 50% de notre CA à l'international parce que le produit, je te l'accorde, permet d'être glissé dans des enveloppes et que notre modèle économique fonctionne comme ça. Sandrine, j'allais vous amener justement sur 2 points. Alors très content de voir que le débat fait rage entre vous deux et c'est très intéressant. Très déçu que ma connexion lag, je suis vraiment désolé, je vais essayer de reprendre en conclusion Thierry et Claire qui nous font l'amitié de venir. Créer sa start-up, c'est un club pour hommes? Alors, j'ai hâte d'entendre ta réponse. Parce que vous m'avez dit, je suis une femme, en plus je suis une femme. C'est un club pour hommes, créer sa start-up? L'entrepreneur qui a 45 ans de moyenne, qui sait parler aux banques, tout ça, est-ce que c'est réservé aux hommes? Alors, je vais te faire une réponse de Normand, Mathias. Je vais te dire oui et non. Oui, parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat n'est absolument pas genré. Les femmes comme les hommes ont les mêmes qualités pour réussir. J'ai envie de te dire que ce qui freine peut-être les femmes à l'accession à l'entrepreneuriat, c'est les barrières qu'elles se mettent elles-mêmes. C'est très culturel, c'est-à-dire que petite, tu apprends aux filles à être jolies, disciplinées, sages. Une question culturelle finalement. Voilà, pour l'homme, ça va être effectivement, écoute, tu pleures pas, tu avances, tu es un winner, donc déjà c'est compliqué. Tu vois, ambition et femme, ça peut être de l'ordre du gros mot, alors que chez un homme c'est bien vu. Donc ça c'est pour la partie oui, n'importe quelle femme peut entreprendre, il n'y a pas de barrière là-dessus, à part celle qu'elles se mettent. Et je te dirais non. Si je pense aux données chiffrées, notamment on évoquait en termes de
Je vais te rejoindre en termes de financement, en termes de voilà, si tu as besoin, si ton produit nécessite des besoins en financement et qu'il faut aller lever les fonds, et ben là les chiffres te montrent que tu as seulement 2% des femmes fondatrices de start-up qui vont lever des fonds. Et dans ces 2%, elles vont lever 2,5 fois moins que les hommes. Et là, pourquoi ? Là, il y a un problème. Il y a un problème. Là, moi, j'adore tout ce qui est cet univers des biais cognitifs. Et là, rebelote, elles vont se retrouver. Les 2 tiers des femmes qui vont chercher à lever des fonds vont se retrouver face à des équipes à 100% masculines. Et c'est compliqué de s'identifier. Et avec des questions, pour le coup, il y a des stats qui ont été faites. Les questions ne sont pas les mêmes. Si on les pose à un candidat homme ou une femme, un homme, tu vas lui demander qu'est-ce qui va t'apporter comme argent. Une femme, quel risque l'investisseur va devoir prendre pour l'aider à monter son projet. Et donc ça biaise forcément les réponses. Je vois Eric opiner du chef, dirons-nous, ça ne me va pas si vous êtes d'accord, ce n'est pas un débat. Mais effectivement, est-ce que... T'inquiète pas pour le débat, ça c'est facile, mais le truc c'est qu'elle a raison sur tout ce qu'elle vient de dire. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, et là où c'est très drôle, c'est que les 3/4 des boîtes qui ont des femmes en comité de direction ou à la tête réussissent beaucoup mieux que celles qui ont des mecs. Que des mecs. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que tout le monde le lit, ça. Je viens de le dire, c'est super, ça fait classe. J'en ai pas une dans mon comité de direction en ce moment, alors que j'en avais évidemment dans mon ancienne boîte. Le truc, c'est que c'est pas facile de les trouver pour une raison, mais peut-être tu vas me dire que j'ai totalement tort. Est-ce que tu connais un homme qui dit qu'il n'est pas légitime à faire quelque chose ? Je vais te donner un cas d'école. Tu prends un type, il est numéro 40 chez tes commerciaux. Le poste de directeur commercial vient d'être disponible. Lui, il n'a jamais fait directeur, il n'a jamais fait rien. Il vient d'arriver au commerce il y a 15 jours. Tu vas le voir, tu lui dis directeur commercial, ça te dit. Il te dit quoi ? Je suis né pour ça. J'arrive, hop, mon CV est déjà prêt, je suis déjà là. Tu prends une femme qui est numéro 2 du commerce, qui a fait tout son job, qui a tout fait pendant 8 ans, et tu lui dis, le poste directeur commercial vient de s'ouvrir, je pense qu'il est pour toi, elle va te dire, je ne sais pas si je suis légitime. Il n'y a aucun homme qui m'a répondu qu'il n'était pas légitime. Levez la main, celui qui n'est pas légitime dans la salle, selon lui. Ouais, ça, il triche. Donc résultat, il triche. Je connais, il triche. Donc résultat d'histoire, c'est fou. Oui, l'entrepreneuriat n'est pas genré, ça on est bien d'accord là-dessus, mais il y a quand même des poncifs peut-être liés à la culturation. Sur la culture, j'aimerais revenir sur le principe de résilience, voire même de résistance. Est-ce que entreprendre, c'est résister selon vous, Éric Léandri ? Est-ce que c'est lutter contre les GAFAM ? Est-ce que c'est lutter contre l'appropriation des données par d'autres sociétés qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam ? Écoutez, je crois que je viens de passer 10 ans à me battre pour l'article 12 des droits de l'homme, le droit à la vie privée, y compris à faire condamner certains GAFAM à plusieurs milliards pour ça. Je crois que oui, il faut être résilient. De toute façon, il faut être résilient pour tout. Tu imagines dans son métier, tu imagines pour les 3/4 des startups, si tu veux aller quelque part, il faut être résilient. La VP de chez Nvidia qui était en ligne tout à l'heure, c'est dommage qu'on l'ait plus, Jensen, il est passé de faire une puce, le patron d'Nvidia, à aujourd'hui numéro 1 de l'intelligence artificielle dans le monde. Je veux dire, s'il n'avait pas, lui, été résilient, Nvidia ne serait pas absolument partout aujourd'hui. Donc dans tout, c'est ça, il faut y croire, il faut aller au bout. Moi, je continue à croire dans mon combat pour les droits universels des droits de l'homme, et c'est pour ça que j'ai créé Alternative aujourd'hui. Donc c'est la même chose, longtemps et très longtemps. Un avis, Sandrine ? Vous abondez dans le sens d'Éric ou Oui, non, mais complètement. C'est vrai que l'entrepreneur, enfin voilà, quel que soit le niveau de maturité de sa boîte, si tu veux entreprendre, il faut que tu sois prêt à monter dans un grand 8 émotionnel avec des sensations fortes hebdomadaires. Je rebondirai sur notre programme, nous, French Tech Tremplin, tu sais, qui est à destination des populations sous-représentées. Et hier, lors du déjeuner, Cédrico nous posait la question de comment on avait choisi nos lauréats French Tech Tremplin. Et clairement, c'était pas tant pour le projet qu'ils portaient, c'était plutôt pour effectivement ce profil d'entrepreneur et notamment leur capacité à rebondir, à accepter les échecs, à se relever. Et c'est oui, il faut avoir, enfin voilà, effectivement, tu as cette résilience et puis je pense que le mental.
un vrai mental de sportif à accepter et à toujours y aller et à savoir embarquer aussi une équipe, parce qu'on parle, je trouve, trop peu des équipes, des collaborateurs, et c'est ça aussi. Mais il faut faire énormément de choses en fait pour être start-upper. La plus grande qualité, en dehors de la résilience, quelle serait la plus grande qualité pour survivre dans la Startup Nation? Le profil type du citoyen? Attends, il faut faire énormément de choses pour être chef d'entreprise, il faut faire énormément de choses pour gérer une PME, il faut faire énormément de choses pour gérer une grande boîte, une petite boîte ou même un plombier. Aujourd'hui, quoi que vous fassiez, il faut faire énormément de choses dans notre monde parce qu'il faut savoir gérer de l'administration à la compta en passant par tout le reste. La seule différence, nous, et c'est pour ça que moi j'ai un petit problème sur start-up, scale-up et tout ce qu'on veut up en ce moment. Je pense que malheureusement, le monde change. Là, le Covid nous le fait changer très vite, tout change, et qu'on continue sur des modèles qui sont ceux de l'année dernière et ceux de l'année d'avant. J'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'il va falloir qu'on se mette tous ensemble, parce qu'aujourd'hui, le boulanger il a besoin du numérique, le numérique il a besoin du boulanger, le restaurateur et autres va devoir... je vais dire switcher, prendre des nouveaux modèles. Il y a plein de nouveaux modèles à inventer. Il faut savoir faire des pivots. Et ça, c'est peut-être ce qu'on sait plus faire que d'autres. Parce qu'aujourd'hui, nous, des pivots, on doit en faire tous les jours dans nos technologies, dans notre façon de travailler. C'est peut-être ce qu'on a appris de plus, mais je pense que maintenant, il faut se mettre tous ensemble. Et il faut qu'on arrête le côté juste start-up versus vrai monde, scale-up versus je ne sais quoi, et se mettre à travailler tous ensemble, à penser les technos, à réfléchir à ce qu'on doit faire tous ensemble pour que ça avance. Et nous faire grandir. C'est pas pour casser ton débat, ni casser Startup Scale-up. Moi, je me rends compte aujourd'hui que soit on s'y met tous, de la PME à la startup ultra innovante, super tech, et on en fait un vrai produit et des vraies choses, soit on fait des PowerPoint et du HEC-like, et j'en passe, et des pires. Et là, franchement, je pense que ça n'ira que dans le mur. On n'a pas les moyens de mettre l'argent dans les mauvais plans cette année. Est-ce que justement, ce que j'entends en filigrane en fait dans votre discours, est-ce que finalement la Startup Nation, il ne faut pas qu'elle aille vers la Bullshit Nation, qu'elle aille sur des vraies épreuves de concertation, mettre tout le monde sur la table? Mais c'est dur de se faire concerter tout le monde autour de la table. Allez dire à Airbus qu'il faut pivoter. Voilà, exactement, j'allais y venir dans les briques. Nous, on a les startups, scale-up, enfin ces entreprises innovantes d'une manière plus globale, parlons des entreprises innovantes. On a des facilités, parce qu'on est sur des équipes réduites, à être agile, à savoir pivoter. Là où effectivement ces grosses structures, sont les premières à s'être effondrées, ont eu du mal effectivement à croire, à faire confiance aux startups, qu'il faut arrêter effectivement toutes ces lors de POC où derrière t'as pas de business, t'as pas de budget derrière. Comment dire, on a, s'il faut faire un parallèle, on va dire que les grands groupes ont les ingrédients, nous on a la recette en tant que startup, tu vois, on sait faire. Et il manque cette connexion. Voilà, moi pour avoir fait des contrats cadres avec des grands groupes, quand je vois la lourdeur administrative, le temps que ça passe, et j'ai la chance d'être essentiellement en B2C, donc de pouvoir générer mon business à côté, il y a un gros travail pour le coup d'acculturation, grand groupe versus start-up. Est-ce que ça doit passer par voilà, une aide du gouvernement à connecter les deux? Je ne sais pas. Alors oui, c'est vrai qu'on confronte souvent les deux visions. Eric, comment on fait pour mettre tout le monde autour d'une table? Ça a l'air compliqué comme ça dans les faits. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, le premier acte pour réunir tout le monde? Et pendant votre réponse, je vais appeler la régie pour essayer de faire revenir nos intervenants en visio, si ça vous dit, juste après la réponse d'Éric Léandri. Moi, je crois que c'est plus facile qu'hier. Le MEDEF et les grands groupes cherchent des partenaires. Les petits partenaires cherchent aujourd'hui à s'adosser. Il va de toute façon falloir qu'on se pose et qu'on discute tous ensemble. C'est maintenant, c'est plus facile qu'hier. Moi, je vois là où je suis, dans le 06, enfin dans toute la Côte d'Azur, on a réuni aujourd'hui la French Tech, dont on est deux coprésidents. On les a réunis avec le MEDEF, l'UPE 06, donc avec tous les artisans, avec les restaurateurs. On s'est tous mis ensemble pour discuter de comment est-ce qu'on peut passer cette période. Maintenant qu'on s'est tous mis ensemble pour discuter de comment passer cette période, on aimerait aller au coup d'après, comment continuer ensemble. On pourrait dire un ennemi commun.
Comme le Covid, qui pourrait réunir... Ça peut être un ennemi commun, ou alors on peut faire un ami commun qui consiste à améliorer la vie de tout le monde et des gens et choisir de faire quelque chose pour. Parce que vous savez, quelque chose contre, ça marche que quand le contre existe. Dès que le contre n'existe plus, vous n'avez plus d'ennemis communs. Prenons du pour et on s'améliore notre vie à tous, c'est pas mal. Sandrine Julien Rouquier, avant de récupérer peut-être nos invités en distanciel, on va peut-être y arriver. Rien ne vaut le présentiel. Non, mais effectivement, il y a nous, au sein de la French Tech, il y a une thématique qui revient fort, c'est toute la partie effectivement entreprise à impact, et on sent qu'il y a un besoin de la part des entrepreneurs de donner un sens à ce qu'ils font, à la manière dont ils vendent les produits, sous quelle forme et dans quel but, et également une demande des collaborateurs qui ne veulent plus, enfin voilà, travailler pour un produit lambda, pour du chiffre d'affaires, mais qui a un sens derrière. Et je pense que cette crise sanitaire qui nous a pris de court, que personne n'a vu venir, nous a permis tous, en temps de confinement, de prendre du recul sur le pourquoi on bossait, enfin voilà, quelle était la finalité de la boîte. Et pour moi, c'est une opportunité. On parle de chaque crise est vecteur d'opportunité. Là, il y en a une, de faire plus d'impact, d'intégrer plus de tech for good. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre les billes. Faire de la vraie direction d'entreprise, à savoir donner une direction. Diriger une entreprise, c'est donner une direction. Si vous voulez bien m'excuser, je vais essayer de récupérer nos deux invités de marque. Cher public, excusez-nous aussi, c'est les aléas du direct et la technique. Hein. Il y a encore beaucoup à faire. Thierry, la mer à Cassis, exactement. Côté, donc c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne diversité de paysages et tout, ouais, j'aime beaucoup. Ça serait bien. Tu veux pas essayer comme ça? Je vais retourner en France faire des startups. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Moi, j'ai plein de projets qui s'arrêtent par manque de porteurs de projets. Ouais. Et des trucs sympas. Et puis, on a besoin de ressources ici. Ouais, je suis d'accord. Qui ont un peu bougé aussi, tu vois, qui savent ce que c'est l'a dit ailleurs. Donc là, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Nous, on recherche des CEO, hein, vraiment sur des beaux dossiers en des places de saison. Pas mal. Et bon, puis, pas très bien payé, hein, mais bon, voilà. mais non, mais en général, je pense que il y a beaucoup de talent en français, il y a beaucoup de talent en Europe. Moi, c'est ça ma conclusion. Il y a Allô Thierry, Claire, est-ce que vous m'entendez? Ah là là. Ces boîtes, c'est des premières générations ou seconde génération d'immigrés. De première génération, donc lui, il est même pas né aux États-Unis. C'est intéressant. Thierry, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui. Vous m'entendez bien? Eh bien, dans ce cas, je vous propose de vous reprendre. Vraiment, c'est les aléas du direct. Ça a marché toute la journée. Et puis, quand vous arrivez, ça ne marche pas. Je vais essayer. Le débat fait rage avec Éric Léandri, Sandrine Julien Rouquier. Et je vous propose de passer un petit peu aux échanges. Alors, Thierry, j'aimerais entendre ta douce voix. On parle de Startup Nation. Alors, Startup Nation, état de startup ou Startup Nation, comme les mots chers à notre président Emmanuel Macron, mot qu'il a prononcé avant sa présidence et après son élection. Peux-tu nous en dire deux mots, la Startup Nation jupitérienne? Alors, merci pour cette invitation. Alors justement, pendant que vous discutiez, vous débattiez, on discutait, nous, avec Claire, sur la précision des mots. Startup Nation, c'est pas très précis comme définition. D'accord? Et donc, du coup, on peut surfer sur deux aspects, deux notions. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, comme tu l'as dit, l'a bien fait. C'est-à-dire qu'en juin 2017, il a dit « Je veux que la France soit une startup nation, une nation qui pense et qui se bouge comme une startup ». Donc là, on était plutôt sur l'État qui doit se mettre en mode start-up. Il parlait comme finalement un peu le CEO de l'entreprise France. Et dans sa bouche, je pense que ça voulait dire il faut moderniser la sphère publique. Et donc, il faut faire un peu comme l'Estonie. L'Estonie qui est devenue une vraie start-up nation au sens d'un État qui fonctionne comme une start-up, hein, puisque 98% des formalités en Estonie se font sur le web. Ils ont lancé leur
X-World. Ils ont 4 licornes, dont Skype, qui sont sortis de leur sein. Mais l'Estonie, c'est 1,3 million d'habitants. Donc aussi, il y a une taille qui permet de faire ça. Et pourquoi ils ont fait ça en Estonie? C'est parce qu'ils se sont séparés de l'Union soviétique à l'époque. Et ils avaient le 2 choix, soit de faire une administration pléthorique à la soviétique, soit de trouver un autre modèle. Et ils ont choisi le modèle totalement numérique. Après, si on parle de nation des startups, là encore, Emmanuel Macron, il a dit, ça c'était en avril 2017, il a dit « Une startup nation est une nation où chacun peut se dire qu'il pourra créer une startup. Je veux que la France soit une startup nation. » Là, c'est un peu différent parce que c'est pas un programme économique qu'il a lancé, parce qu'il n'a pas parlé de compétitivité ou de croissance, il a parlé d'un projet éducatif. Il a même parlé du refonte du modèle social. Donc en fait, ça pourrait être une tentative de dire, et si la start-up nation française, c'était de la propagande, en fait. Hein, c'est un peu mon sentiment. Donc c'est prendre un peu la start-up nation et les Français pour des idiots. Les mots sont forts, Thierry, effectivement. On est dans le propagande, quasiment près de la bullshit nation dont on parlait avec Eric Léandri tout à l'heure. Tout ça, c'est des beaux mots, en fait, qui cachent une réalité avec un modèle social qui peut être détruit. C'est un peu ce que vous dites en substance ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un bouquin qui s'appelle Startup Nation Overdose Bullshit par Arthur Degrave qui résume bien ce que je viens de dire, ce que je viens de vous dire là. Non, moi je pense que dans la tête de Macron, c'est bien au-delà des startups ou du fonctionnement d'une startup. Il veut changer, il veut faire une refonte du modèle social, il veut reconfigurer la morale collective en disant les gars, il faut que vous soyez plus entreprenants, plus volontaires, plus agiles, plus ouverts, plus compétiteurs, plus digitaux, plus pragmatiques. Et donc c'est derrière ce terme Startup Nation, il y a tout ça dans son esprit. Et effectivement, on peut mettre tout et n'importe quoi, comme on le disait avec Claire, c'est pas assez précis, c'est pas assez focus. Et il faut être plus précis quand on parle de Startup Nation. Alors je serais ravi d'avoir en filigrane et en suite d'idées. On est en 2 binômes de débat, hein. Éric Léandri, Sandrine Julien-Roquier en présentiel, Thierry Merchiol et Claire Delaunay en distanciel. Claire, est-ce que vous abondez dans le sens de Thierry ? Ou c'est du réel et du concret? Je dois dire que j'ai toujours été très confuse par le terme Startup Nation. Je comprends toujours pas exactement ce que ça veut dire. Donc maintenant, je pense que les intentions derrière ce terme sont bonnes et probablement le sentiment d'urgence que quelque chose doit se passer et aussi par fondé. Et pour revenir un petit peu au changement de culture et de peut-être de propagande, le truc c'est que il y a quand même un état d'esprit qui doit aussi en France changer pour promouvoir des idées nouvelles. Et ça ne s'arrête pas seulement aux startups, ça doit vraiment toucher le système d'éducation, ça doit se transférer dans les grandes boîtes pour pouvoir, et bon, bien sûr dans les startups aussi, mais au final, le pragmatisme, la volonté d'innover, la tolérance à l'échec, ce sont des choses qui s'apprennent en général assez jeunes. Et c'est comme ça c'est ça qui fait que les États-Unis sont une startup nation. Mais ils ont vraiment dans cette culture la tolérance à l'échec. Je sais pas combien de fois je vais le redire, mais c'est une grosse différence. Ça fait une grosse différence si après avoir arrêté une startup ou arrêté une idée, même dans une compagnie, si la seule chose dont les gens se souviennent, c'est en réalité l'effort et le voyage, ça fait quand même une grosse différence au final. Et par exemple, en tant que Française, je regarde à ma carrière et je regarde le projet Auto, la compagnie Auto que j'ai cofondée. Bon, et ben il y a eu plein de on a eu quelques ennuis avec Google qui est venu après nous, et d'une certaine façon, ça pourrait paraître comme un échec.
surtout si ça s'était passé en France. Genre, j'aurais créé une compagnie et je sais pas, Air Liquide serait venu après ma compagnie. Bon, ça aurait probablement été, ça n'aurait pas été l'histoire du héros startup et du grand géant qui vient l'attaquer. Par contre, si ça se passe aux États-Unis, le feedback de la France serait, c'est quand même une super histoire, parce que quand même, vous avez réussi à bouger une grosse boîte et à créer un petit peu changer le statu quo. Alors, nous avons quelqu'un qui sourit énormément, un grand sourire jusqu'aux oreilles sur le plateau avec nous, c'est Thierry Cléandry. Par convenance avec la visio qui est assez compliquée pour les échanges avec le présentiel, on va rebondir dessus juste après. Vu qu'on arrive, le temps passe finalement, grâce ou à cause des problèmes techniques, j'aimerais vous poser une question à tous les deux, Claire, puis Thierry. Est-ce que selon vous, cette Startup Nation ou autre société de demain, société numérique, appelons-la comme nous voulons, j'aimerais avoir votre avis sur est-elle vecteur de liberté, d'égalité et de fraternité, selon vous, Claire Delaunay? Encore une fois, je pense que ça dépend comment les gens autour perçoivent la start-up, mais en fait, c'est vraiment une question difficile, je pense. Mais je dirais qu'aux États-Unis, au moins, c'est vraiment le cas. C'est une certaine liberté, c'est une certaine égalité d'entreprendre et d'accéder au financement. On parlait justement de l'entrepreneuriat féminin, la difficulté peut-être due à la culture française par rapport à la légitimité que peuvent ressentir les femmes quant à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous sentez une moins grande disparité aux États-Unis, à Palo Alto tout du moins? Oui, définitivement. Je pense que c'est aussi... Et puis je suis une grande fan aussi de se dire que, spécialement pour les startups, être une femme, ça a un avantage énorme, qui est que on a un point de vue, qui est différent et qui est souvent, on a un parcours qui est différent et ça apporte énormément de diversité et d'idées nouvelles. Et encore une fois, quand le plus important pour les gens qui financent les startups, quand la chose la plus importante, c'est d'innover. Il y a un vrai intérêt à ramener des parcours et des profils différents pour créer quelque chose de nouveau. Ouais. Très bien, mais merci beaucoup pour ces réponses finalement claires. On pourrait dire que du côté de Palo Alto et de votre côté, Claire Delaunay, la Startup Nation, l'économie, l'écosystème serait vecteur de liberté, d'égalité et peut-être plus de fraternité. Thierry Merciol. Toulouse. Selon vous, est-ce que la Startup Nation pourrait amener plus de liberté, d'égalité, de fraternité? Commençons par la fraternité. Donc oui, effectivement, elle amène de la fraternité. J'en veux pour preuve French Tech Toulouse, par exemple, ce qu'a fait French Tech Toulouse, le programme French Tech Tremplin, qui permet aussi de retrouver, de mélanger des profils différents, donc de travailler sur la fraternité. Ça, clairement, sur la fraternité, je suis d'accord. Sur la liberté aussi, je pense que la notion de start-up fait qu'il y a une notion de disruption, une notion de prise en main de sa propre vie. Donc il y a aussi effectivement une notion de liberté. Alors sur l'égalité, par contre, alors je ne parle pas d'égalité homme-femme, mais les plus grandes inégalités aujourd'hui, elles sont générées par les boîtes de la tech. Hein, des gens comme Amazon ou Uber, on ne peut pas dire qu'ils fabriquent de l'égalité. D'accord. Donc là, je suis un peu moins fan de la Startup Nation sur cette partie égalité. 2 points pour la liberté, 1 point sur 2 pour l'égalité. Et la fraternité alors, un écosystème comme la Cité des startups, ça doit amener à se serrer les coudes? Oui, ça amène, c'est un lieu important, mais encore une fois, il y a le lieu et puis il y a des structures comme French Tech, comme la French Tech au sens large et French Tech Toulouse.
et French Tech Tremplin aussi. Donc cette partie fraternité, elle se ressent au contact les uns des autres. On est tous un peu dans le même bateau, et que comme on est dans le même bateau, sur une mer plus ou moins démontée, il faut s'entraider, et cette entraide se traduit par de la fraternité, oui, clairement. Thierry Merchiol, Claire Delaunay, merci beaucoup de votre participation avec une technique chaotique. J'en prends ma partie et je m'excuse platement. Si vous voulez rester avec nous, avec grand plaisir. En tout cas, je devance les futurs applaudissements de fin de conférence que nous allons conclure avec Eric Léandri et Sandrine Julien. Allô, allô, et le micro marche bien. Alors Sandrine, je crois que c'est l'apologie de la French Tech qui a été proposée par Thierry. Question simple, la Startup Nation, l'économie numérique, est-ce que ça génère selon vous plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité? Alors, plus de liberté, oui, enfin voilà ce que j'évoquais, voilà, pourquoi on devient entrepreneur. Je pense que la raison numéro 1, c'est la liberté effectivement de pouvoir choisir son métier, de choisir les valeurs qu'on va insuffler dans le produit qu'on va proposer, la manière dont on va travailler avec nos équipes. Donc la liberté, elle est clairement là. Sur la partie égalité, donc effectivement, si on parle de l'égalité femmes-hommes au sein de l'entrepreneuriat, il y a encore un peu de travail. Et ça passe par une plus grande visibilité des femmes, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la politique, dans les femmes de pouvoir. Si je rebondis sur la partie des présidents French Tech, je ne sais pas si tu te souviens, Eric, donc c'était en avril 2019, sur les 13 capitales, j'étais la seule femme parmi les présidents. Ça s'est un peu amélioré, je crois que sur... Elles sont 2 maintenant, c'est beaucoup mieux. Ah oui, grande évolution, ça fait 100% d'augmentation, dans ce qui est quand même... Écoute, on y travaille. Nous, on impose à la French Tech, donc en national, et sur nous, nos events sur Toulouse, qui est à minima sur nos events, évidemment, et sur ceux dont on est partenaire, comme ici sur la mêlée numérique, qui est à minima 35% d'intervenantes femmes sur les tables rondes. Écoute, là, on est à 50-50, on a monté les scores. Et pour finir sur la partie fraternité, bon, je ne vais pas faire de redite sur ce qu'a dit Thierry. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin de diversité évident dans la Startup Nation. Nous, on a travaillé sur le tout nouveau programme French Tech Tremplin, voilà, cherche à pallier à ça. Voilà, il y a encore du boulot, mais effectivement, tu as une nouvelle énergie qui a été donnée au sein de la French Tech, parce qu'elle est désormais aux mains des entrepreneurs. Je pense qu'on est plus pragmatique, moins politique, on est plus dans le faire que dans le dire. Et écoute, c'est bien parti, on est plutôt content de ce qui est en train de se passer, et sur le territoire toulousain et sur l'échelle nationale. Pour l'instant, la liberté remporte les suffrages. L'égalité, un petit peu moins. On est sur un demi-vote, peut-être. Il y a encore du travail à faire, on l'a bien saisi. Et la fraternité, on le ressent. On le sent comme une base justement sur les fondations de la Startup Nation. Un peu ce que vous disiez, Eric Léandri, sur la concertation, quoi. Un peu ce que disait aussi Thierry. On est tous dans le même bateau sur une mer démontée. Votre avis, Eric, et peut-être pour glisser vers une conclusion, plus de liberté, d'égalité, de fraternité dans cette Startup Nation, ou pas du tout? Oui, non, mais fraternité, tout le monde l'a dit, je vais le répéter, mais j'aimerais y ajouter le MEDEF, les CCI et l'international, c'est-à-dire entre pays et entre tech de tous les pays. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est-à-dire qu'à mon avis, aujourd'hui, il faut mélanger la technologie, il faut aller la chercher là où elle est. Il y en a en Chine, il y en a en Israël, il y en a chez nous, il y en a aux US, il y en a en Amérique latine. Il faut aller la chercher, il faut la ramener, parce que si on veut parler vraiment de fraternité, augmentons-la. Si on l'augmente pas, on aura du mal à avoir des marchés vraiment internationaux. Il faut aller chercher les talents, il faut aller les chercher aussi à l'international, il faut créer des marchés et il faut trouver un moyen de faire des ponts vraiment, et ne serait-ce qu'au niveau européen. Ça, je pense qu'il faut aller jusque-là, si on veut prendre les 3 mots. Sur la partie liberté, de toute façon, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. La plupart du temps, c'est pour apporter quelque chose, enfin en tout cas, dans le cas de ce que je fais chez Alternative ou ce que je faisais avant,
c'est pour apporter ma vision de la liberté, mais la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc il faut aussi regarder jusqu'où on peut entreprendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider aussi, pour avoir un vrai impact, pour avoir quelque chose qui a une raison sociale et éthique. Et à mon avis, c'est le bon moment de la placer. Maintenant, sur la partie égalité, moi j'aimerais parler d'équité. Parce que, vous savez, l'égalité, on peut toujours en parler. Hein. Est-ce qu'un grand est égal à un petit? Sûrement. Est-ce que 1 million est égal à 100 millions? Est-ce qu'un milliard est égal à... L'égalité, c'est compliqué, on peut toujours en parler. L'égalité, c'est quelque chose égal à quelque chose d'autre. C'est dur hein, de valider que c'est vraiment égal. Si on parlait d'équité déjà, l'équité sur l'usage de la data, l'équité sur la capacité d'aller sur le marché, l'équité sur les règles internationales. Est-ce que c'est équitable d'avoir un TikTok qui se fait défoncer actuellement aux États-Unis? Est-ce que ça, c'est équitable? Est-ce que ça va être la même chose côté chinois? Qu'est-ce qui va nous arriver, nous, aux Européens? L'équité. Déjà, le droit d'être sur le marché avec les mêmes règles. La RGPD a remis un peu d'équité sur la gestion de la data. Il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin. Et si on veut penser global cette fois, et penser un tout petit peu plus que redescendre au local, parce que c'est ce qui se passe en ce moment à cause du Covid, on pense de plus en plus à se réduire. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on va réexploser, regrandir, faire des choses qui sont beaucoup plus pragmatiques, plus vrais, qui rapportent peut-être rapidement plus d'argent, mais qui ont la capacité d'être faits à la taille de l'Europe. La taille de l'Europe, c'est tirer une fusée comme l'a fait Elon Musk avec 2 personnes à bord. C'est de la liberté, c'est la capacité de penser jusqu'au bout, c'est aussi de la fraternité, ça permettra d'envoyer tout le monde dans l'espace, mais ça nécessite d'être fait à notre taille à nous. Le CNES, c'est tirer une fusée, c'est mettre quelqu'un dedans, c'est l'envoyer dans l'espace et ramener la fusée. On sait le faire. Est-ce que quelqu'un a le droit? Est-ce qu'on a le droit en Europe de penser aussi grand? Et est-ce que les gens qui pensent aussi grand auront le droit d'aller au bout comme peut le faire Elon Musk? C'est ça que j'aimerais qu'une Startup Nation ou une Europe Nation ou une Scale-up Nation soit capable d'apporter à ce monde. Et pas simplement réfléchir à des normes, réfléchir à réduire, réfléchir à être rentable demain matin, mais réfléchir à être rentable sur une large échelle pour de vraies raisons, avec une vraie ambition qui sert à tout le monde. Eric, est-ce qu'on peut entendre un écho à votre expérience, avec votre expérience avec Quant notamment? On vous voyait souvent comme Astérix, le Gaulois, face à l'armée des Romains représentée par Google. On sent un petit peu cette verve, cette envie justement d'en découdre, peut-être ce dépit face aux réglementations qui peuvent... Aucun dépit, j'adore la réglementation et j'aime beaucoup la RGPD à partir du moment où elle remet de l'équité dans le jeu. Quand vous pouvez jouer au même jeu, c'est génial. Vous savez, il y a 12 ans, on jouait à un jeu qui était simple. Nous, on jouait au football, mais c'était avec les pieds, et eux, c'était du football américain. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passiez le ballon entre les jambes de quelqu'un, vous mettez un coup d'épaule et vous partiez dans le coin. Aujourd'hui, on est revenu on a des rugbyman qui jouent contre des footballeurs américains. Ils sont quand même très harnachés, ils ont quand même des jolis casques, mais on a déjà la capacité de se défendre. J'aimerais juste qu'on passe au coup d'après. Dans mon ancienne boîte ou dans la nouvelle avec Alternative, on est en train de la connecter avec Cypartech sur 25 000 km de fibre. C'est déjà dans toute l'Europe. Donc j'ai pas envie de faire un petit truc, j'ai envie de faire un grand truc, mais pas un grand truc pour que moi ça soit grand. Un grand truc parce que ça a du sens et que ça a une vraie raison au niveau européen. Et c'est ça que j'aimerais chez tout le monde. Comme j'aimerais que ce que tu fasses, c'est déjà 50% à l'export, soit les premiers au monde à faire ce genre de choses, les numéros 1 du monde, pourquoi pas? Sandrine, je vous vois pareil, opiner du chef, quelque chose à rajouter sur ce principe d'équité? Moi, je serais bien tenté de le rajouter sur le parangon, liberté, égalité, fraternité, équité dans la Startup Nation. Ça vous inspire? Non, mais effectivement, comme le rappelait Eric, malheureusement, on ne joue pas avec les mêmes règles du jeu. On va les faire jouer. Pardon? Il faut les obliger à jouer aux mêmes. Ouais, je crois que ça fait malheureusement plusieurs années qu'on essaie, mais effectivement, il faut pas lâcher, et qu'il y a une question, enfin voilà, ce qui revient souvent là actuellement, c'est cette notion de souveraineté. On l'a vu avec la crise où il a fallu effectivement s'achalander ailleurs et c'était compliqué, enfin voilà, que ce soit sur les matières ou même tout simplement les masques. Donc il y a une vraie réflexion à avoir pour rapatrier les connaissances, arrêter de faire fuir la fuite des talents. Nous, ce qu'on s'aperçoit mine de rien avec les aides qui ont été mises en place par l'État, c'est que maintenant il y a des talents de la Silicon Valley qui travaillent pour les startups françaises parce qu'effectivement là-bas les aides n'ont pas suffi, et voilà, il y a une phase, il faut qu'on retravaille effectivement
cette attractivité des talents et qu'on pense plus grand en fait, qu'on pense plus grand et pour éviter de se faire manger par les autres. Un dernier petit mot à vous deux. À quoi faut-il être vigilant et à quelle idée il faut être enthousiaste à l'avenir dans la Startup Nation ou dans l'économie numérique? Sur quel point il faudra être vigilant particulièrement? Ça peut valoir aussi en sortie de crise sanitaire ou en période de crise sanitaire. Eric, si tu veux commencer. Alors, la vigilance, c'est pour les femmes. Je te laisse le... Non, je déconne. C'est bon, comme ça. C'est exactement comme ça que ça se passe. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe quand elle va lever des fonds. Ils vont lui demander toute la partie sécurité, tranquillité, vigilance. Qui va s'occuper des gosses. Voilà. Et nous, c'est les risques. Hein. Surtout, vous y allez à fond, les gars. On est parti. Donc, je vais inverser. Je vais prendre la vigilance 2 secondes. Très bien. J'aimerais qu'on arrête de se recentrer que sur nous-mêmes et que la souveraineté devienne la logique de « ah, c'est tout nous qui devons le faire ». Ça c'est ridicule. La vigilance, la technologie, elle est mondiale. Il y en a chez les GAFA, il y en a chez Nvidia, il y en a chez les Chinois, il y en a chez nous. Nous devons prendre ce que nous avons à prendre et créer les conditions des technologies chez nous, avec celles du reste du monde, pour jouer sur le marché. Et si on ne fait pas cette vigilance-là, j'ai peur qu'on redescende sur du local. Le local, ça fonctionne tant que tu te bats que contre le local parce que c'est fermé. Hein. Quand ça ouvre, ça ne marche plus. Ne pas se renfermer, mais s'ouvrir et s'unir. Voilà pour le point de vigilance. Et quelles seraient les pistes enthousiasmantes pour l'avenir, Sandrine? Moi, j'ai le côté enthousiasmant. Non, mais effectivement, je pense qu'il faut croire en nos talents, qu'il faut qu'on ait cette ambition de voir plus grand. Et oui, qu'on se mette effectivement, c'est ce que tu as fait avec Quant, enfin, voilà, d'égal à égal avec ses concurrents. Enfin, moi, clairement, sur l'Udilabel, où effectivement le SEO, on est dépendant de Google en termes de référencement naturel. On vend aussi sur Amazon et Amazon peut décider, parce que tu dépasses de 4% le délai d'expédition, tu as plus de 4% de tes commandes qui ont un retard d'expédition, de fermer ton compte. Voilà, là tu te dis mais pourquoi on ne travaille pas sur un moteur de recherche français ou européen? Pourquoi effectivement on n'a pas une marketplace européenne? C'est là-dessus qu'il faut avancer. On est clairement trop dépendant, des Américains, des Chinois, et il y a un vrai souci. Encore une fois, un point de vigilance. La Startup Nation, finalement, est peut-être tenue pieds et poings liés par d'autres Startup Nation. Il n'y a pas que le nombril français à regarder. Si on s'ouvre un peu... Et si tu veux de l'enthousiasme, il y a des milliards levés. Il y a de l'argent qui arrive encore sur le marché. Il y a des gens qui deviennent des licornes et qui sont internationales. Il y a des produits fabuleux en intelligence artificielle aujourd'hui que l'on peut faire et Nvidia aide beaucoup, Graphcore aussi. Aujourd'hui, il y a tout pour réussir. Il faut arrêter le bullshit, il faut arrêter le PowerPoint, il faut vraiment faire des vrais produits, il faut les faire jusqu'au bout, il faut arrêter de se tirer des balles dans le pied et il faut arrêter de passer sa journée à s'auto-flageller. Voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance dans les produits que vous faites, faites-les pour de vrai, mais pensez vraiment à faire des vrais produits qui servent à demain, vraiment. Eric, c'est une super conclusion. Merci beaucoup Eric Léandri, merci beaucoup Sandrine Julien Rouquier. Ils sont à distance, mais merci beaucoup Thierry Merciol et Claire Delaunay pour ce débat qui fut animé, qui a tenu ses promesses, mais qui fut ponctué de problèmes techniques dont je m'excuse vraiment auprès de vous public, auprès de vous chers intervenants. Merci à toutes et à tous et je tiens surtout à vous, cher public, pour applaudir nos speakers, s'il vous plaît. On continue dans un quart d'heure avec les 3 rounds de la French Tech, la soirée French Tech et évidemment l'apéro avec une émission de radio en direct live. Donc restez en ligne et à tout de suite.